Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion pour une nouvelle causerie du sport en ma compagnie avec le célèbre, l'emblématique Didier Roustan qui va nous parler de sa trajectoire et qui va nous raconter un peu ce qu'il dit dans ce magnifique ouvrage que je vous recommande, Puzzle. Salut Didier. Salut Salim. Alors dans le premier épisode, on a parlé un petit peu de tes premiers contacts avec le football, tes souvenirs d'enfance, ton aventure à TF1 et surtout de ta rencontre avec Diego Armando Maradona, el pibe de oro. Tu nous as brièvement mentionné la figure d'Eric Cantona et ça tombe bien puisque c'est ma question suivante. Je sais que tu es très ami avec The King. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En dire que c'est quelqu'un qui sort vraiment de l'ordinaire, de quelqu'un de profondément artiste, comme il l'a prouvé après sa carrière. Je suis allé le voir il y a 6-7 mois en train de chanter sur une scène accompagné du musicien et ça se tient, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai passé vraiment un bon moment. Il m'a encore étonné. Et c'est une personne... oui, alors après, faut suivre parce qu'il a un caractère bien particulier. Il est hypersensible, mais c'est quelqu'un, ouais, quelqu'un de riche et c'est un privilège de l'avoir côtoyé tant de fois. C'est une belle personne, quoi. Mais après, comme je dis aussi, faut suivre, quoi. C'est comme Maradona. Et à Maradona, j'ai adoré Diego et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais des fois, il m'a rendu chèvre aussi parce qu'ils n'ont pas toujours une notion de. Bon, Eric peut être plus terre à terre que Maradona, heureusement. Mais on a vécu des choses, notamment une Coupe du Monde qu'on a commentée ensemble 94, épique, avec des moments forts et des moments délicats. J'explique dans le livre, peu de temps avant la finale de la Coupe du Monde, où on a une confrontation un peu chaude que j'arrive à désamorcer. Mais non, c'est quelqu'un de très généreux et qui est formidable, quoi. Alors Didier, on va parler d'un autre footballeur français que tu connais bien, Mhm. Michel Platini. C'est une Ouais. connaissance qui t'est proche. Parle-nous également du joueur qu'il a été et de l'homme que tu connais. Platini, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte. Ça a été le tournant du football français. Et si tu gagnes la Coupe du Monde 98 et si le football français est reconnu maintenant et qu'il a tant de succès, pas au niveau des clubs, malheureusement, mais au niveau de beaucoup de joueurs qui sont dans des clubs illustres, tout ça, ils doivent beaucoup à Michel Platini. Et il n'y aurait pas pu avoir de victoire en Coupe du Monde 98 sans cette génération Platini entre 76 et 86, sans ces 10 années avec le succès de l'Euro 84, les demi-finales épiques de 82, un peu moins épiques de 86, mais il y a eu le fameux quart de finale contre le Brésil. Il faut bien comprendre que à cette époque, quand Platini arrive sur la scène nationale et dans la foulée internationale, le football français ne représente rien dans le monde et on passe son temps à être battu même par des équipes moyennes. On ne participe pas à des phases finales de Coupe du Monde parce qu'à l'époque, il n'y avait que 16 qualifiés en Coupe du Monde. Mhm. Aujourd'hui, il y en a 32 et demain, il y en aura 48. Donc, tu te qualifies toujours, tu vois. Faut vraiment un accident de temps en temps. Bon, l'Italie n'y est pas allée, les Pays-Bas n'y sont pas allés. Mais il y a 80% de chances que tu t'y retrouves. À l'époque, il y avait sur les 16, il devait y avoir 9 pays européens. 9 pays européens, surtout que les pays de l'Est étaient redoutables.
tout ça s'est écroulé. La Bulgarie, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie, tu vois, la Yougoslavie, maintenant, c'est 6 pays. Alors évidemment, c'est comme si tu découpes la France en 6 pays, tu seras moins performant, ou peut-être même 7 pays. L'URSS, c'est devenu aux alentours de 16 républiques. Avant, tu jouais contre l'URSS, et l'URSS était toujours là, et l'URSS était championne d'Europe, était ceci, cela. Euh, donc Platini, ce sont d'abord les Verts de Saint-Étienne qui donnent un espoir un peu au football français parce qu'on va assez loin en Coupe d'Europe, demi-finale 75, finale 76. Et en plus, nous, on était footballeurs français toujours reconnus pour ayant une belle technique, d'accord, mais pas de mental. Ce qui fait qu'on était un peu les champions du monde des matchs amicaux. Parce que les matchs amicaux, les équipes en face, ils ne jouaient pas à leur vie. Et nous, on pouvait s'exprimer. Et du coup, on pouvait, dans ces matchs amicaux, battre des grandes nations de football. Dès que ça devenait sérieux et que ça tournait pas tout à fait très bien sur le terrain, quoi, qu'il y avait une petite pierre, un petit caillou dans la chaussure, mentalement, on s'écroulait. Et Saint-Étienne, non seulement est allé loin en Coupe d'Europe des clubs champions, mais en plus a renversé des montagnes mentalement. Contre Hajduk Split, contre le PSV Eindhoven, contre Dynamo Kiev, etc., etc. Donc, ils ont montré le chemin, et sur ce arrive le génie, l'un des meilleurs joueurs du monde, et même il sera le meilleur joueur du monde sur 2, 3, 4 saisons, Michel Platini. Et là, tout bascule. Les gens, Platini, c'était un phénomène, quoi. À l'époque, on est avant l'arrêt Bosman, donc les clubs ne peuvent avoir que 2, voire maximum 3 étrangers, mais au départ, c'est 2. Quand il arrive en Italie, Platini, c'est 2 étrangers. Et il arrive, par exemple, à la Juventus, jamais des joueurs français allaient à l'étranger. C'était pas possible. Il y en avait eu quelques-uns, Didier Six, Gilbert Gress en Allemagne, tout ça, Lucien Muller, Barcelone, mais c'était pas des monstres pour autant ou les meilleurs de leur championnat. Platini, faut se rendre compte, il va à la Juventus, qui a dans ses rangs, ils viennent d'avoir 6 champions du monde. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde 82, les Zoff, Chirea, Cabrini, Gentile, Tardelli, ça fait 5, et Paolo Rossi, 6. Et arrive Platini. Et Platini va être le meilleur joueur de cette équipe, va être le patron de cette équipe, et va même être 3 fois meilleur buteur consécutivement du championnat d'Italie. Donc, c'était monstrueux, Platini. Donc, le joueur Platini était un génie, quoi. Mais il n'aura jamais l'aura d'un Maradona qui est plus qu'un footballeur. Voilà. Et d'ailleurs, c'était très bien que Platini aille à la Juventus et que Maradona, Naples était fait pour lui, quoi. Voilà. C'était deux mariages qui collaient parfaitement. Après, le Platini du quotidien, comme tous les champions, c'était quelqu'un d'assez compliqué, professionnellement, enfin, avec lui. Mais il faut dire aussi qu'à cette époque-là, le joueur portait tout sur ses épaules. Si l'équipe de France perdait, c'était la faute de Platini. Et Platini en prenait plein la tête, alors que la presse était peut-être moins curieuse qu'aujourd'hui, moins dure, mais elle s'acharnait sur le champion. Il y avait le revers de la médaille, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mbappé, par exemple, prenons un champion en qui on a beaucoup d'expérience, et le PSG a tout fait pour mettre Mbappé et accepter aussi ses caprices, etc. Ça, c'est autre chose. Si Mbappé passe à côté d'un match, et en Ligue des Champions, il est passé à côté d'un paquet de matchs, et notamment la grande déception contre le Borussia Dortmund. Ben, ça passe. La presse va même le protéger quelque part, parce que les supporters, eux, ils vont moins apprécier. Mais si ça avait été il y a 20 ans, il se faisait massacrer. Moi, je me souviens de Platini, avec tout ce qu'il a amené au football français. En 81, ça faisait 4 ans qu'il était quand même en équipe nationale. Grâce à lui, on était retourné en phase finale de Coupe du Monde 78 en Argentine. L'équipe de France était reconnue, etc. On connaissait son talent. Il a été sifflé au Parc des Princes dans un match
dont tout le monde se foutait, qui était un match d'avant-saison en août 81 contre Stuttgart. Et Stuttgart a gagné 3-1, aucune importance, mais pour les gens, il fallait un bouc émissaire. L'équipe de France se fait battre, et Platini, chaque fois qu'il avait le ballon, était sifflé, et du coup, même, il a demandé à sortir. Aujourd'hui, et c'est pas plus mal, ça n'est plus comme ça. Mais il était compliqué. S'il était critiqué ou que l'équipe était critiquée, il ronchonnait. De temps à autre, il parlait plus à la presse. Bon, tout le monde l'aimait bien, il avait des bons rapports, mais de temps en temps, il était un peu bougon. Pas toujours facile, mais une bonne personne. Hein, je veux dire, quelqu'un de très sympa. On a bien rigolé. Et je suis toujours en contact avec lui à l'occasion, comme ça, et on s'apprécie mutuellement. Il y a pas de problème. C'est vraiment dommage qu'il soit fait piéger. Il a été un peu naïf ou un peu tendre ou peut-être un peu pressé à avoir cette place de la FIFA. Bon, ils l'ont fait tomber et pour le football, en tout cas, ça n'a pas été une bonne nouvelle et pour lui encore moins. Alors Didier, on sait que tu as un faible pour les joueurs rebelles. On a évoqué les figures de Maradona et de Cantona. Est-ce que tu pourrais nous parler de Socrate, le joueur brésilien, et de sa célèbre démocratie corinthiane? Ah, Socrates. Alors Socrates, je l'ai connu de manière intime au moment du syndicat, parce que je connaissais bien son frère Rai à Paris, et il a établi le contact. Je l'ai fait venir à plusieurs réunions de l'AIFP, puisque le nom du syndicat s'appelait AIFP, Association internationale footballeurs professionnels, en Europe, notamment à Barcelone. Et on a passé une nuit épique, tous les deux à discuter, à Ribeirão Preto, qui se trouve, c'est là où il habitait, à 2-3 heures de route, et une route, alors, un enfer, de Sao Paulo. Et c'était quelqu'un, bon, aussi hors norme, avec une grande conscience politique, un joueur merveilleux, parce que tout relâché, roi de la talonnade, un QI football, bon, et puis quelqu'un de très intelligent. Et la démocratie corinthienne, les gens l'ont connue en France un peu plus tard. Elle date de 81. On en a parlé, bien évidemment, dans le musée des Corinthians. C'était son club, donc, hein, Corinthians de Sao Paulo. Dans le musée qui se trouve à Sao Paulo, que j'ai visité, on donne la part belle à cette époque de la démocratie corinthienne, parce qu'en plus, elle a coïncidé avec un jeu formidable et des résultats formidables pour les Corinthians. Alors, pour faire vite, cette démocratie, le Brésil était sous la dictature, une dictature qui a duré même un peu plus de 20 ans, hein, puisqu'elle a commencé en 64, elle a dû terminer vers la moitié des années 80. Elle a démarré en 81. Alors la dictature commençait un peu à s'essouffler. Il est arrivé directeur sportif, un dénommé Valdés, qui était très, très progressiste et qui avait lutté déjà un petit peu contre la dictature à sa manière. Et il a été un peu le déclic. Il a trouvé en certains footballeurs, dont Socrates en particulier, Casagrande, Vladimir, et aussi le Zemaria, des gens qui étaient portés un petit peu et qui étaient sensibles à tout ça. Et ils ont transformé le club de manière démocratique, et les patrons n'étaient plus les dirigeants, mais les footballeurs. Et chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, elle était prise de manière démocratique. Est-ce qu'on fait une mise au vert pour ce match? Il y a 15 joueurs, il y a 10 pour, 5 contre. On va la faire. Est-ce que pour la prime de match, est-ce qu'on la donne aussi? Et petit à petit, toutes les complaisantes du club ont réagi aussi de manière démocratique. Pareil pour est-ce qu'on a besoin de tel joueur, est-ce qu'on prend celui-ci, cela, et
Et ça, évidemment, ça s'est su parce que le football est une religion au football, et puis ils ont tout fait aussi pour le faire savoir, histoire de montrer que la meilleure manière de vivre aussi, et c'est l'intérêt de tout le monde, eh ben, c'est de vivre de manière démocratique, pas sous une dictature. Et il m'a expliqué qu'ils avaient eu des pressions des militaires, etc. et tout, mais qu'ils étaient protégés aussi le fait d'être des stars, des vedettes. En 82, par exemple, je te parle de ça, on est en 81, mais en 82, pardon, Socrates, et en 81 déjà, est le capitaine de la Seleção. Donc, si tu mets le capitaine de la Seleção en prison, c'est plus compliqué. Mais en agissant de la sorte, il prenait quand même des risques. Parce que les militaires, à un moment, ils attendaient l'occasion qu'ils n'auront jamais finalement. Et même quand il y a eu... alors, c'était même des actions qui allaient plus loin. À un moment, pour élire le sénateur, ou je ne sais plus trop quoi, de Sao Paulo, ça doit être en, je sais pas, 82 ou quelque chose comme ça. Là, ça se faisait... On commençait à revoter de manière démocratique. Eh bien, eux venaient sur la pelouse avec un grand bandeau, etc., porté par les joueurs. N'oubliez pas de voter telle date, et même dans le dos du maillot, il y avait marqué voter, enfin, etc., et tout. Ils sensibilisaient un peu. Et tout le pays a été sensible par rapport à cette démocratie corinthienne, comme on l'a appelé. Alors, c'est pas ça qui a fait basculer la dictature, mais ça, à son niveau, ça a joué son rôle aussi. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce que les footballeurs ont un pouvoir énorme. Et s'ils s'engageaient socialement, il pourrait y avoir des avancées considérables. Surtout que maintenant, qu'ils sont payés des millions et des millions et des millions, ils pourraient s'engager socialement, mais aider même un petit peu, puisqu'ils sont en contact avec des sponsors, avec des politiques. Mais après, on ne peut pas tout leur demander non plus. Et puis encore une fois, ils ont 25, 27, 28 ans. Et malheureusement, quand on est privilégié, on est un peu dans une bulle, et en dehors de la vraie vie des gens, on ne réalise pas toujours. Et on n'a pas forcément aussi l'entourage qui est ouvert par rapport à ça. C'est là où, en fait, Maradona était fort aussi, parce que Maradona, vouloir créer un syndicat, c'était plus des emmerdes qu'autre chose, parce qu'il avait déjà des problèmes avec la FIFA, et il s'exposait encore plus pour qu'on lui tire dessus, et qu'on dise, voilà, c'est Star, c'est Richard, qu'est-ce qu'ils vont créer un syndicat, ils se prennent pour qui? Mais lui, il s'intéressait à son sport et aux gens qui n'avaient pas les avantages qu'il possédait, quoi. Et comme il te disait, le ballon ne ment pas, quoi. Tu vois, voilà. Polotano, Semancha, etc., etc. Et voilà pour l'histoire de la démocratie corinthienne. Et pour Socrates, qui lui aussi, bon, c'est des gens hors normes, quoi, que tu croises pas à chaque coin de rue. Des bons souvenirs. Des footballeurs engagés. Alors, Ouais. Didier, j'aimerais que tu nous parles d'une figure française qui nous est chère, Aimé Jacquet, puisqu'elle elle nous a procuré un grand bonheur collectif en 98. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Alors, Jacquet, bizarrement, je l'ai assez peu connu, même si sur la période en question, les années 80 et un peu plus tard, enfin dans les années 80, il était entraîneur de Bordeaux, Bordeaux qui dominait quand même le championnat de France de manière générale, qui allait assez loin en Coupe d'Europe. Et j'ai pu le croiser comme ça de temps à autre, mais pas de manière intime comme les trois précédents champions dont on a parlé. Je me souviens, il avait un côté vieille France. Je me souviens, il avait un joueur dans son équipe de Bordeaux qui donnait beaucoup de coups, qui s'appelait René Girard, mais qui était méchant. Il était à l'école nîmoise, de Kader Firoud, tout ça et tout, c'était culturel. Et je me souviens d'un match, il y avait un autre joueur qui s'appelait Gernot Rohr, qui était un joueur assez dur. Et d'un match Bordeaux-Saint-Étienne, que j'étais allé couvrir pour Téléfoot, et où ils avaient passé leur temps à essayer de faire mal à Platini.
et cassé Platini. Donc, enfin voilà, style de football et d'état d'esprit dont je ne suis pas très friand. Et à un moment, dans mon résumé, j'avais dit, et les pépés flingueurs, voilà, j'avais employé ce terme. Et peu de temps après, je vais à Bordeaux parce que j'avais amené Julien Clerc, qui était un grand fan des supporters de Bordeaux, et j'avais organisé un entraînement léger où Julien Clerc, le chanteur, hein, bien connu en Ouais. France, s'entraînait avec les Girondins de Bordeaux. Et à la fin de l'entraînement, Aimé Jacquet me prend à part et me dit, viens, viens, j'aimerais te parler d'un truc. Je dis, bon, bon. Et il était outré que je parle comme ça de ses joueurs. Mais enfin, je lui ai tenu tête. J'ai dit Pépé Flingueur. Pépé Flingueur, j'ai dit, ils ne sont pas des flingueurs. Dit, vous vous rendez compte, parce que vous voyez Pépé Flingueur et tout. J'ai dit, ouais, mais c'est. Enfin, moi, c'est pas l'idée que j'ai du football. Si vous, ça vous va. Bon, on avait eu un échange, mais parce qu'il était très poli, très correct. Et là aussi, c'est une personne assez droite. Mais on est loin, là on est quand même, on est loin des Platini, enfin Platini, plus on est loin des Socrates quand on a Maradona, quoi. Tu vas pas faire la révolution avec Aimé Jacquet. Par contre, tu sais que c'est quelqu'un d'honnête, euh, de droit, qui a des valeurs, donc c'est pas quelqu'un qui en temps de guerre, si tu veux, donnera le nom du réseau pour avoir 2 tranches de jambon de plus. Mais je suis pas sûr qu'en temps de guerre, ça soit un résistant pour autant, si tu veux, tu vois. Pas par lâcheté, mais peut-être que, voilà, quoi, c'est pas quelqu'un qui est ce qui s'est passé en 98, c'est formidable. On est passé à ça de la catastrophe aussi. Il y a eu un concours de circonstances, mais force est de constater qu'il a bien mené sa barque aussi, que lui, il avait son idée qu'on ne saisissait pas trop sur le moment. Mais à cette époque, là, j'étais pas journaliste, je m'occupais du syndicat mondial. Mais j'ai suivi ça, cette Coupe du Monde, bien évidemment. Et tant mieux pour lui et pour le football français. Mais je ne peux pas t'en dire plus parce que je le connais. Je le connais par des copains qui eux, évidemment, sont plus intimes avec lui. Mais voilà, je ne peux pas trop en dire plus. Oui, tu l'as pas connu directement comme tu as Non, connu Platini, non, Cantona ou Maradona. exactement. Didier, question simple, quel est ton plus grand souvenir de football? La question simple, mais compliquée, parce qu'il y a tellement de souvenirs, tellement de matchs, de voyages, d'émotions. Euh, on me pose de temps en temps cette question et là, ça n'a pas évolué. J'en vois pas. En y réfléchissant bien, mon plus grand souvenir est peut-être le jour avec les minimes de la SCAN, on a battu la Juventus de Turin au tournoi d'Aix au tir au but. Tu vois? Parce que le football, c'est ça. C'est la plus belle chose aussi, c'est de l'avoir pratiqué. Alors, bon, dans les équipes de jeunes, etc., et pas de manière professionnelle, mais c'est peut-être mon plus beau souvenir parce que c'était complètement fou et voilà, c'était le partage avec des copains. Et tu jouais la Juventus de Turin, là on doit être, tu vois, en 71 ou quelque chose comme ça. Mhm. Et ce que je te disais préalablement, en 71, quand on faisait des tournois internationaux comme ça et qu'on jouait une équipe anglaise, italienne, allemande, espagnole, si c'était un nom comme aussi prestigieux que la Juventus, avant de poser le premier crampon sur la pelouse, disons que moralement, tu étais déjà atteint. Tu les voyais déjà, ils étaient plus costauds, plus trucs, le système pileux, tu sais, les Italiens, on avait 12-13 ans, mais ils avaient peut-être déjà des roues flaquettes, enfin, tu vois, bon, bref, le truc, mon Dieu, on va s'en prendre combien. Et on avait fait un partout et on avait gagné au tir au but. Donc ça, c'est peut-être le plus beau souvenir, je sais pas. Après, les autres, c'est difficile d'en sortir plus un qu'un autre, quoi. Alors, question simple et compliquée. Ah. Quelle est la Coupe du Monde qui t'a le plus marqué? Celle qui m'a le plus marqué, je ne l'ai pas faite, si tu veux. C'est la Coupe du Monde 70.
Elle m'a marqué parce que le Brésil de Pelé était fantastique, parce que j'avais 12 ans, parce que je vivais ça d'une manière tellement intense. Et j'ai été élevé avec ça, avec le Brésil de Pelé, et après dans la foulée avec l'Ajax de Cruyff. Donc j'ai été marqué au fer rouge par un certain football, si tu veux. Alors, c'est cette Coupe du Monde 70 qui était tous les matchs, voilà, il y avait quelque chose de magique. Après, par rapport à celle que j'ai vécue, puisque je l'ai commentée, etc., j'hésite entre celle de 82 et 86. Parce que 82, le drame, ça serait sans doute celle de 82 si le Brésil, et ça aurait dû être le cas, l'avait emporté. Parce qu'après le Brésil 70, je pense que le Brésil 82, avec justement Socrates, Zico, Falcao, Cerezo, Eder, tout ça, Junior, Leandro, c'était extraordinaire. Et j'ai eu le luxe de pouvoir commenter en plus cette équipe, notamment au stade de la Sarria, en plein Barcelone, qui était le stade de l'Espagnol, avant que le stade soit cassé et qu'ils aillent jouer à Montjuic. Et c'était un stade à l'anglaise, donc on était très proche du terrain. C'était formidable. Et j'ai été marqué par cette défaite contre l'Italie. Après, l'Italie avait une belle équipe, mais c'était cruel. Et ça n'a pas été une bonne chose pour le football, parce qu'à l'époque, le football s'inspirait des Coupes du Monde. Ça veut dire Mhm. on allait suivre le jeu de l'équipe qui avait gagné. Heureusement, ça a changé tout ça. Maintenant, les talons, le maître étalon, c'est plus la Ligue des Champions. Et puis le football se joue maintenant de toutes les façons, de partout pareil. Enfin bon, ça s'est mondialisé tout ça. Alors par rapport à ça, et puis 82, c'est Séville pour l'équipe de France aussi. Mais 86, c'est Maradona, c'est France-Brésil. J'hésite entre 82 et 86. Aujourd'hui, je vais te dire 82. Demain, je te dirai 86. Après-demain, 82. Tu vois, ça dépend de l'humeur du moment. Mais enfin, c'est une de ces deux-là. Alors Didier, t'ouvres la voie à la question suivante. Tu es un amoureux Mm. du football créatif et notamment Ouais. du numéro 10 Mm. qui a quasiment disparu dans le football d'aujourd'hui. Ouais. Euh, Quel est le football qui répond, le style de football qui répond le plus à ta sensibilité et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du football aujourd'hui? Le football qui correspond le plus, pardon, À tes souhaits. à ma sensibilité, c'est plutôt un football où il y a des joueurs créatifs qui sera plutôt porté sur l'attaque, à une possession de balle et à une volonté voilà, de marquer des buts. Mais maintenant, ce football-là est relativement rare, quoi. Il existe à travers Guardiola et Manchester City, mais c'est un peu poussé à l'extrême. Enfin, quand j'ai vu en tout cas Manchester City et Real Madrid les deux matchs, je trouvais que Manchester City tournait un peu en Mhm. rond, quoi. Tu vois, c'était pas très spectaculaire. Hormis le premier match, il y a eu des moments parce que c'était un petit peu plus ouvert pour les deux équipes. Mais dès que le Real a pris l'avantage et qu'ils se sont mis derrière, alors de toute manière, Manchester City n'avait pas le choix et il y avait peu d'espace. C'était pas évident. Je pense plus évidemment vers ce football, mais c'est le physique, si tu veux, ayant désormais pris trop d'importance par rapport à la technique, ou mettant en sommeil un peu la technique et ce besoin de vitesse, fait que je prends moins de plaisir aujourd'hui quand je vois un match de football. Euh, Peu de temps derrière nous, il y a eu cette victoire formidable au quai de l'Atalanta Bergame sur Leverkusen. Mais le match n'était pas désagréable en soi, même si on sentait en deuxième mi-temps que les Leverkusen ne pouvaient pas s'en sortir. Mais ce qui aura fait la différence pour moi, c'est que l'Atalanta aura écrasé physiquement les Leverkusen. C'est pas sur la technique de certains joueurs, même s'il y en a un qui s'est distingué, qui a marqué 3 buts, mais ça aurait pu être un autre. Il y a le football est beaucoup moins épique qu'à une certaine période parce que
dès qu'on a le ballon, il faut le donner, il faut aller vite, il faut, voilà, et encore une fois, maintenant, un joueur technique, comme les joueurs ont le haut du corps très très costaud, quoi, tu vois, donc avec le bras, il te tient là, c'est difficile pour qu'il puisse exprimer son art, si tu veux, comme autrefois, quoi. Donc, je ne veux pas jouer les passéistes ou les nostalgiques, mais force est de constater que le football est plus spectaculaire dans le sens où il est plus ouvert. Alors ça, on peut estimer que c'est une bonne chose. Euh, mais mais il y a moins, il y a plus de joueurs qui courent, qui sont des athlètes, quoi, si tu veux, des sprinteurs, des choses comme ça, que des footballeurs proprement dit, quoi, proprement parlé. Donc, bon, c'est comme ça. On se régale avec Didier Roustan, auteur de Puzzle. À très vite pour un nouvel épisode. Thank you.